Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être ici. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour nous parce que nous avons le plaisir d'ouvrir une édition, une collection en fait autour des métiers du design et de l'évolution des métiers du design. Et nous sommes en pleine réflexion évidemment sur l'IA et les nouvelles fonctions du designer et des designers, puisque nous avons une grande responsabilité à l'école de former justement des cohortes de designers et donc d'essayer de nous interroger là-dessus. On s'interroge donc à travers des conférences en sollicitant aussi des experts avec le soutien, je dois le dire, de la Caisse des dépôts et des consignations, pour justement dresser un peu le portrait de ce que pourraient être peut-être des designers. Alors on va voir, remplacés par l'IA, augmentés par l'IA. Voilà, on va essayer de poser la question. On va procéder de la manière suivante, on va interroger nos trois speakers sur ces sujets pour ouvrir des questions. Et puis, moi, je vous demanderai de préparer un certain nombre de questions, donc au bout de 30 minutes, à poser à nos différents intervenants, parce qu'on veut que le débat soit vraiment ouvert aux différentes... voilà, parce que on n'aura pas les réponses à tout, sans doute. Voilà, sans plus attendre, je vais poser une première question du côté d'Amina, Amina Esselimani, donc, qui est directrice de SpeakUX. Et on a choisi de commencer cette table ronde par quelqu'un qui est justement du métier. Parce que aujourd'hui, très concrètement, expérience utilisateur et IA, tu travailles sur ce sujet, donc SpeakUX, et tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais, et tu vas nous expliquer finalement en quoi tu fais du design d'IA. Et donc, ça va nous permettre d'ouvrir cette question donc, du designer d'IA. Il y a quelques diapos qui vont donc apparaître et je vais laisser Amina te présenter plus amplement. Merci beaucoup, vous m'entendez. Bonjour à tous, ravie d'être ici pour cette table ronde et puis évoquer avec vous les IA génératives, comment ça bouscule notre quotidien et notre quotidien de designer et comment les designers conçoivent des produits d'IA. Alors, quand on parle d'IA, c'est la technologie IA. On peut aussi parler d'IA conversationnelle. Donc là, on est un peu plus sur le produit des agents conversationnels. Donc, il faut bien faire attention. Quelquefois, on parle de la technologie et quelquefois, on parle du produit. Donc, on voit naître là depuis 2 ans des outils, des logiciels qui, soi-disant, remplacent le travail du designer. Donc, très intéressant. On voit apparaître des logiciels qui vont aider à générer du contenu, générer des interfaces, générer de l'image, générer des parcours. Et se pose la question de où est la place du designer. Donc c'est une question qui ne devrait même pas se poser, sauf si on résume le rôle du designer à de la production, ce qui n'est pas le cas. Donc, on est entouré de ces outils-là. Vous connaissez très probablement ChatGPT que vous devez utiliser au quotidien. La dernière version de ChatGPT montre les champs des possibles en termes d'interface conversationnelle. Et du coup, en tant que designer d'expérience conversationnelle, effectivement, ça a un impact sur notre travail, mais pas forcément là où vous l'imaginez. Sauf si on résume notre travail à la production de conversation, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous connaissez les outils comme Midjourney, Figma, Adobe. Tous les outils de conception sont aujourd'hui augmentés d'intelligence artificielle générative. Alors, juste pour parler un peu de la technologie, qu'est-ce qui se cache derrière ce type de technologie et du coup ce type de produit quand on parle d'agents conversationnels? Donc, je dis toujours que c'est le croisement entre 2 axes. Le premier axe, c'est la data. C'est grâce à une quantité de données énorme qu'on est capable d'arriver sur ce type de produit-là. Et donc, c'est le croisement entre la data qui soulève des questions d'éthique et des questions de qualité de données qu'on va donner à l'intelligence artificielle, et d'automatisation. Donc, qui dit automatisation dit règles. Il y a des règles à concevoir afin d'arriver sur des produits, on va pouvoir discuter avec des intelligences artificielles. Donc, règles, mais également modèles.
Et il y a deux autres notions que j'aimerais aussi vous partager. C'est la notion de prédiction. Donc aujourd'hui, les intelligences, ce type de technologie est tellement alimenté en données qu'il est capable de produire, de prédire du contenu. Et ça, c'est pas nouveau. Quand on faisait nos recherches sur Google, on avait l'autocomplétion, on avait déjà de l'intelligence qui nous suggérait du contenu potentiellement qu'on était en train de chercher. Et la dernière notion que je voulais vous partager, c'est la notion d'adaptation. Donc, on verra dans le rôle du designer, quand on conçoit des services, donc je ne parle pas forcément que conversationnel, ou des interfaces, souvent, le rendu final du produit n'est pas à la hauteur de ce que le designer a imaginé, parce qu'on a des contraintes techniques. Donc, dans l'idéal, on aimerait avoir des interfaces très flexibles, personnalisées par rapport au comportement de l'utilisateur, par rapport au profil de l'utilisateur, par rapport au moment de la journée. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas ce niveau d'expérience-là pour des raisons de faisabilité technique. Et les IA génératives ouvrent ce champ des possibles. Donc, c'est une ouverture pour les designers. Donc, quand on parle d'IA générative, d'agents conversationnels, c'est pas magique. Il y a tout un process pour mettre en place un chatbot, un voicebot ou un callbot. Donc, ce sont des agents conversationnels avec lesquels on interagit par chat ou en vocal. Mais il faut savoir qu'en design, vous savez qu'on a aussi notre approche dans la manière de travailler, en utilisant les approches de design thinking notamment. Et quand on conçoit un produit, une interface ou une conversation, c'est la résultante de tout un process de conception. Donc il faut hybrider tout ça. Absolument, oui. Donc aujourd'hui, les outils qu'on voit apparaître, effectivement, ça va aider le designer sur la partie prototypage. Ok, on a automatisé peut-être une partie de l'expérience de ce designer, mais sur la partie idéation, le designer a toujours son rôle à jouer. Sur la partie définition du besoin, le designer a son rôle à jouer. Ça ne veut pas dire que demain, on ne peut pas l'automatiser. Mais si on l'automatise, il y a des règles à mettre en place. Donc, on verra un petit peu, on parlera de créativité tout à l'heure. Donc, concrètement, les IA conversationnelles dans notre métier, comment cette technologie a impacté notre métier. Donc, pour certains, designer conversationnel, ça veut dire producteur de conversation. Ce n'est pas le cas. Dans notre agence, on avait déjà 3 piliers sur lesquels on travaillait pour concevoir des agents conversationnels. Le premier pilier, donc il y a 3 piliers, c'est un cas d'usage pertinent. Donc avant même de commencer à produire le service, les conversations et définir quel type de bot ou d'assistant virtuel mettre en place, on va positionner le service, à quels besoins ça répond, à quelles attentes utilisateurs ça répond. Donc ça, c'est 50% du travail. Si on fait des super conversations très belles, ergonomiques, avec une tonalité, une empathie parfaite, mais qu'on répond aux mauvais problèmes, il n'y aura pas d'adoption. Donc pour créer de l'adoption, il faut un cas d'usage pertinent. Le deuxième pilier, c'est une très bonne NLU. NLU, c'est pour Natural Language Understanding. Donc, c'est une capacité du système à comprendre le langage naturel. Et ça, avec les technologies telles qu'on a chez ChatGPT, on n'a plus de soucis. Donc, l'utilisateur ne va pas passer son temps à essayer de se faire comprendre. Les technologies sont suffisamment avancées pour qu'on comprenne ce que demande l'utilisateur. Donc, si je dis je veux aller à Paname, il y a de fortes chances qu'ils comprennent que je veux aller à Paris. Donc là où aujourd'hui les designers faisaient beaucoup d'efforts pour permettre au système de comprendre que Paname, c'est Paris. Donc ça va alléger le travail du designer à cette échelle-là. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la personnalisation. Donc aujourd'hui, en conception, en agence, on fait énormément d'expériences personnalisées. Premièrement, parce que le canal conversationnel, c'est un canal où on délivre une expérience personnalisée. Donc, pour une même requête, si je demande à prendre un billet de train pour Paris et si Pamela demande à prendre un billet de train pour Paris, en fonction de nos habitudes d'usage, de notre profil, de nos préférences de voyage, normalement, on n'a pas la même expérience.
Or, aujourd'hui, on a tous la même expérience. Et pourquoi? C'est pour des raisons de faisabilité technique. Ça demande beaucoup de ressources d'adapter une interface conversationnelle. Et les IA génératives, aujourd'hui, vont nous permettre d'arriver à ce degré de contenu et d'expérience. Donc, la personnalisation de l'expérience, ça va être l'effort sur lequel le designer va mettre son effort. Enfin, on verra que le rôle du designer, en posant cette question, quelle est la place du designer avec l'arrivée des IA génératives, tous ceux qui avaient une vision où le designer était un producteur, le designer disparaît dans cette logique. Sauf qu'il n'est pas un producteur, il est un concepteur d'expérience, concepteur de solutions. Il met en place des méthodologies, des process, des règles. Et effectivement, dans son travail, il y a une partie production pour arriver à une solution et il est garant de cette solution. C'est-à-dire que même si demain on fait appel à des IA génératives pour concevoir tous les parcours, toutes les expériences conversationnelles, le designer reste garant de l'adoption. Donc il va falloir qu'il mette en place toutes les règles pour qu'en output, on maîtrise le résultat qui va être utilisé et adopté par les utilisateurs. Donc jusqu'à aujourd'hui, dans notre métier, j'espère que j'ai du temps. Tu as encore 2 minutes. Okay. Dans notre métier de designer conversationnel, les IA traditionnels, donc les agents traditionnels, ont travaillé avec de la donnée structurée. C'est-à-dire qu'on s'arrangeait, le designer faisait attention que le bot pose une question pas trop ouverte, suffisamment fermée, de manière à ce que lorsque l'utilisateur répond, on sécurise la compréhension de ce que va dire l'utilisateur. Donc, par exemple, je veux partir demain à Paris. On organise les modèles de données. On est sur de la donnée structurée. On organise la donnée selon un modèle de données. Avec les IA génératives et technologies de type GPT, on est sur de la donnée non structurée. Donc, sur la donnée structurée, l'assistant, l'agent conversationnel doit demander un minimum d'informations. Si je dis que je veux partir à Paris avec ma mère et faire un aller-retour et peut-être faire une escale, et puis ma mère, elle a un billet, un abonnement famille, et je souhaite un retour plutôt rapide pour ma mère, moins rapide pour moi, le bot ne comprendra absolument rien avec un modèle de données structurées. En revanche, avec les nouvelles technologies de données non structurées, au contraire, plus vous donnez des informations à l'assistant, plus la réponse sera pertinente. Donc là, on a une illustration d'une recherche Google qui, à l'époque, se faisait avec des mots-clés. Aujourd'hui, vous pouvez effectuer une recherche la plus précise possible. Et plus elle est précise, plus elle apporte de détails, de contexte, plus la réponse sera pertinente. Et du coup, c'est en ça que technologiquement, les IA génératives vont aider les designers. Du coup, le rôle du designer, on en a parlé un petit peu. À l'échelle du produit, on va avoir des IA qui vont nous aider à produire mieux, produire plus et produire peut-être un peu plus loin. À l'échelle des process, si on veut automatiser certains process, on va être sur probablement mettre en place des règles pour cadrer ce que l'IA va sortir en output. Et on verra que on s'approche plutôt, on se rapproche dans une démarche de conception, d'approche systémique. On va essayer de concevoir la relation entre des composants, entre des éléments, plutôt que concevoir l'élément et les composants. En termes de créativité, on parlait également tout à l'heure. Pareil, on peut imaginer que les IA génératives vont remplacer le designer puisqu'ils sont plus créatifs, mais même la recette même de la créativité, les ingrédients qui font la créativité, c'est mettre en place un process, définir une vision, appliquer une identité, appliquer un style, définir un contexte, même la créativité, pour qu'elle puisse répondre à un besoin et être adaptée au produit que l'on reçoit. C'est bon, ouais. A une recette et n'est pas du coup à la portée de tout le monde. J'aurais peut-être d'autres choses à dire, mais je rebondirai tout à l'heure. Ouais. Avec plaisir. Merci Amina pour cette présentation. J'ai bien compris qu'il y avait la notion de produit
de produits, de process, d'une approche plus systémique de travailler sur des relations entre les composants. Et tu as conclu par la créativité. Et du coup, ça va me permettre de faire une transition parfaite avec Stéphane Gouret, donc directeur adjoint de l'école de design Nantes Atlantique. Stéphane, tu as quand même une sacrée responsabilité. Alors, on se connaît bien avec Stéphane, hein, c'est pour ça que je me permets de le tutoyer sur scène. Tu as quand même une certaine responsabilité. J'aimerais pas être à ta place parce que tu dois définir, en fait, aujourd'hui, la formation de designers qui seront diplômés en 2030. Dans ce contexte un peu incertain des IA génératifs, donc j'ai envie d'avoir un peu ta vision. Est-ce qu'il faut apprendre à faire du prompt ChatGPT? Voilà, qu'est-ce qu'on fait à l'école pour ça? Ok, merci, bonjour à toutes et à tous. Ouais, c'est une question, mais c'est une question qui agite en fait toute la société. Hein. L'irruption des intelligences artificielles dans notre quotidien interroge beaucoup de pratiques professionnelles et pas simplement les métiers du design. Alors c'est vrai que pour une école, c'est assez difficile de se projeter au rythme où vont les IA depuis 2 ans. À comment elles vont évoluer et impacter les métiers concrètement auxquels on forme d'ici 10 ans. Mais au fond, c'est une interrogation que beaucoup de métiers ont dès lors qu'il y a une production intellectuelle qui est à la clé. On est un peu tous dépassés, il faut bien le reconnaître, et c'est pour ça que vos témoignages et vos questions seront vraiment importants dans quelques minutes pour qu'on puisse enrichir cette réflexion, parce que je crois que personne aujourd'hui ne maîtrise les tenants, les aboutissants de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'entreprises qui proposent des éditeurs d'IA. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, beaucoup de fantasmes aussi autour des IA. Et moi, je vais essayer de témoigner un petit peu de comment on aborde les IA à l'école et surtout de comment les IA, en complément de ce que vient de vous présenter Amina, interviennent dans le processus professionnel d'un designer. J'ai oublié de dire que tu étais aussi designer, justement. Ouais, je suis designer de formation. C'est un métier que j'ai pratiqué. J'ai pratiqué beaucoup de métiers créatifs depuis que je travaille à l'école. On a tous entendu récemment parler de comment l'IA est intervenue dans des créations. Vous avez entendu peut-être parler de The Next Rembrandt, par exemple, qui a été une démarche qui a été orchestrée pour créer un nouveau Rembrandt à base d'IA. Il y a eu récemment un prix littéraire qui a été remporté par une autrice japonaise et qui a témoigné que son roman avait été créé en partie avec ChatGPT. Il y a eu un photographe américain qui a remporté un prix international aussi de photographie et son œuvre a été créée par une IA. Bref, beaucoup d'artistes et de designers s'emparent des IA pour démontrer comment les IA vont enrichir et augmenter effectivement leur pratique. Ce que je voulais commencer par vous présenter rapidement, c'est quoi le processus créatif? Et je commencerai par une phrase d'Einstein qui disait « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Et cette phrase, je trouve qu'elle est au cœur du débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, probablement, et je vais en arriver à la conclusion de ce que je voudrais faire passer comme message aujourd'hui, c'est que la créativité, c'est une affaire d'émotion. Hein, l'amusement, c'est de la joie, c'est du plaisir. Et un designer, c'est quelqu'un qui va être en capacité d'engager, mais comme un artiste, d'engager son émotion dans le processus de créativité et d'inventivité qu'il va développer. Et là-dessus, on sait que les intelligences artificielles ne sont que des algorithmes qui compilent et qui optimisent des données qui existent, mais de là qu'elles soient en capacité justement d'éprouver une émotion et de participer, de faire preuve de conscience et d'émotion, ça c'est quelque chose dont on est loin aujourd'hui. La créativité, on pourrait développer ça en 6 étapes. Il y a une première étape qui est l'inspiration. Un designer, il y a un designer célèbre, c'est Ettore Sottsass, qui nous disait être designer, c'est être une éponge cosmique. Quand on est designer, on va être en capacité de s'inspirer
de sédimenter, d'engranger un certain nombre de références. Donc il y a une opération de moissonnage et de sédimentation d'un certain nombre de références. Ça vaut pour les designers, mais ça vaut pour tous les métiers artistiques de tout temps. Hein. L'histoire de l'art peut en témoigner. Un artiste s'est toujours référé à ce qui a préexisté. Donc l'inspiration, c'est vraiment au cœur des métiers créatifs et du design. Se laisser inspirer. On va chercher des inspirations dans la nature, dans les rencontres. Il y a différentes sources d'inspiration, évidemment. Je vous en ai sélectionné plusieurs. Le spectacle, l'art, évidemment, la ville, etc., etc. Donc l'inspiration, ça, c'est vraiment une étape importante. Et on verra tout à l'heure que là-dessus, les IA peuvent être vraiment très pertinentes. La deuxième étape dans le processus créatif, c'est d'être en capacité de faire des connexions en s'inspirant de ce réservoir, de cette manne, de ce terreau qu'on a constitué tout au long de notre existence, et de faire des liens, des connexions qui sont iconoclastes. Un créatif, c'est quelqu'un qui va être en capacité d'établir des liens avec des choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Et ça devient plus compliqué pour les IA. La troisième étape, ça va être de représenter l'imaginaire. Amina, par exemple, qui est designer, quand un designer a une idée, elle germe au cœur de notre esprit, mais il va falloir la représenter. Donc la représentation de l'imaginaire, alors on va parler de design, mais on pourrait parler évidemment de musique ou d'autres pratiques artistiques. Un musicien qui va représenter son imaginaire, il va utiliser, il va composer, il va commencer à représenter la mélodie qui va surgir en lui. Donc la représentation, c'est une étape qui est importante parce que c'est un dialogue avec l'idée. Quand on commence à conceptualiser quelque chose, on va représenter cette idée, et cette représentation va nous permettre de faire mûrir, d'enrichir l'idée qui est en train de surgir. Donc c'est le dessin, la représentation, que ce soit un dessin traditionnel ou numérique, c'est un dialogue avec l'idée, ça va être une étape d'enrichissement. Vous avez ici un croquis de Tadao Ando, qui est un architecte japonais qui a construit ce bâtiment magnifique qui est à Monterrey au Mexique. Entre l'esquisse et puis la représentation, voilà, il y a tout un dialogue qui s'instaure, qui va passer par le dessin, qui va passer par de la maquette. Et ensuite, on va passer de l'imaginaire au réel. Une fois qu'on a commencé à formaliser, à esquisser cette idée, eh bien, il va falloir confronter cette imagination, cet imaginaire au réel. Et là, on rentre dans un processus d'itération où l'imagination, la créativité va se confronter à des contraintes qui sont des contraintes techniques. Et il y a vraiment un processus itératif, c'est-à-dire qu'on va intégrer de plus en plus de contraintes de fabrication, d'ergonomie, de coûts également. Et à un moment donné, parce qu'on peut, et on a tous vécu ça quand on est créatif, qu'on soit artiste ou designer, ce processus d'itération, il pourrait être infini. On connaît des artistes qui ont passé des mois, des années sur des ouvrages, sur des peintures, et puis qui ne les ont jamais terminés, parce que c'est un travail qui peut ne jamais s'arrêter. Et en design, on peut aussi avoir cette tentation d'aller plus loin dans la définition de ce que l'on veut faire. Et à un moment donné, il faut lâcher prise. Et cette étape de lâcher prise est vraiment importante, parce que c'est ce qui va permettre ensuite de clore ce processus créatif et de passer la dernière étape. Et ce lâcher prise va passer par une émotion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va sentir que la chose est juste, elle est accomplie. Il y a différents types d'émotions, je vais pas rentrer dans le détail, mais des émotions qui sont de l'ordre de l'esthétique, de l'harmonique ou de la spiritualité, mais l'émotion entre en jeu. Ça, c'est vraiment important dans tous les métiers créatifs. S'il n'y a pas cette émotion qui intervient, on ne parvient pas à faire œuvre créative. Et la dernière étape, évidemment, c'est le partage, c'est la diffusion
Ça, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants. Évidemment, c'est important d'avoir des idées et puis de les développer. Mais si elles restent dans vos cartons, si elles restent dans vos books ou sur vos ordinateurs, elles n'ont aucun sens. Et là aussi, toutes les toiles de Van Gogh que Van Gogh a détruites et qui n'ont jamais été portées à la connaissance du public. Enfin, je parle de Van Gogh, mais on pourrait parler de pas mal d'auteurs aussi qui ont détruit des manuscrits. Eh bien, on peut considérer que la créativité, elle est vaine. Donc, la diffusion, hein, le partage de cette créativité fait partie du processus créatif. Pour en venir au sujet des IA, puisque c'est ça qui nous intéresse, et en particulier des IA génératives, Aminal l'a évoqué tout à l'heure, toute la phase de moissonnage et de référence, là-dessus, les IA nous aident considérablement parce que on sait que les IA seront capables de nous apporter, en termes de référence et de veille, 1000 fois, 10 000, 100 000 fois plus que ce qu'on pourra jamais vivre et découvrir dans notre vie. Donc, sur la partie veille, sur la partie référencement, là-dessus, les IA nous apportent énormément en tant que créatifs. Donc, c'est des outils qui vont nous permettre de produire des mood boards, de produire des revues de veille, voilà, d'aller chercher des références. Et là, je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur Sotsa, c'est aller chercher de la matière, hein, du terreau. Ce qu'elles savent très bien faire aussi, c'est partager les idées. Alors, on a bien vu que Midjourney était en capacité de représenter des idées de façon extrêmement rapide, avec un niveau de définition qui est assez bluffante. Donc on arrive là à des outils qui sont extrêmement performants pour représenter des idées avec un niveau plus ou moins abouti. On pourrait parler des aberrations des IA génératives, c'est-à-dire qu'il y a aussi des aberrations dans la création d'images ou de textes. Ça suppose que le designer soit en capacité de maîtriser le prompt avec finesse, mais on sait que la génération de texte ou d'images va évoluer, c'est-à-dire qu'on va passer sur des commandes vocales, on va passer aussi sur des prompts visuels, mais néanmoins, elles vont représenter extrêmement bien et plus rapidement que nous ce que l'on veut créer. Je cite Jean-Christophe Naour, qui est lead designer chez Samsung, qui me disait, mais au fond, le designer, sa nouvelle monnaie, ça va être vraiment ses idées. C'est-à-dire que là où des designers, il y a 20 ans, il y a 15 ans, étaient en capacité de représenter le monde et de produire des images qui pouvaient être déterminantes dans le processus de vente ou de conviction d'un board, il faut que j'accélère. Le designer va se concentrer vraiment sur la genèse des idées. Donc sur l'itération, capacité à réduire le processus d'itération, il y a des logiciels qui nous permettent d'accélérer aujourd'hui, qui intègrent des IA, qui nous permettent d'intégrer des contraintes techniques et d'accélérer sur le processus itératif. Par contre, là où elles ont, pour l'instant, hein, et évidemment les choses vont très très vite, là où les IA peut-être ont encore du mal, c'est d'avoir cette vision holistique et d'apporter un regard critique, hein, parce que la dimension critique, elle est pas encore dans les capacités des IA. Et puis, là où les IA pour l'instant sont limitées, c'est probablement dans la capacité à être iconoclaste, parce que cette capacité à faire des liens, elles ne savent pas le faire, elles raisonnent sur des modèles mathématiques, et elles ne s'amusent pas. Je renvoie à la citation d'Einstein tout à l'heure, hein, l'intelligence, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Pour l'instant, les IA ne se fendent pas la poire, et donc elles sont loin de nous apporter ce qu'on attend de la créativité. Donc pour résumer, oui, évidemment, nos étudiants d'ailleurs, ils ne nous ont pas attendus. Ils utilisent, hein, aujourd'hui, il y a une étude très récente qui est sortie il y a 10 jours, 99% des étudiants dans l'enseignement supérieur en France utilisent des IA génératives. Un tiers consacre entre 20 et 30 euros par mois pour payer des IA génératives payantes. Donc on sait que le processus, de toute façon, il est en route. Et c'est vrai aussi dans les métiers du design. Donc notre rôle, c'est d'accompagner les étudiants et la profession
à intégrer ces outils qui vont nous permettre d'accélérer, mais aujourd'hui pas de remplacer la créativité. Oui, la créativité est un processus complexe. Merci Stéphane pour cette présentation extrêmement complète. Je pense qu'on aura plaisir aussi à la revoir. C'est l'occasion pour moi d'introduire Pamela Bélier pour avoir un regard RH et compétences aussi. Quelles sont les nouvelles compétences de designer? Alors, on a eu la chance d'être accompagné par le cabinet Le Coup d'après à l'école de design. Il y aura quelques publications qui seront disponibles pour ceux qui le souhaitent. Ça vient de sortir, hein, ça sort de chez l'imprimeur. Là, c'est Mathieu qui nous les a ramenés. Donc, c'est autour du IA et design de services publics. Voilà, pour aller encore plus loin. Et on a le plaisir d'avoir l'une des autrices de cet ouvrage qui est Pamela Bélier, Le Coup d'après. Et donc, tu vas nous parler de compétences avec un regard RH. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, moi, je vais être sur une partie RH. J'ai pas des slides de designer, plutôt des slides de consultante RH, pour le coup, vous allez voir. Mais cette matrice ravira les amateurs justement de concepts RH, et j'en vois certains dans la salle, pour vous parler des compétences. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par compétences? On peut les distinguer entre elles. D'abord, les compétences techniques, et là vous en avez parlé, les compétences spécifiques aux designers, celles qui appartiennent à une sphère professionnelle ou à un métier en particulier. Ensuite, on a ce que vous connaissez bien aussi, les soft skills. Ces soft skills, elles touchent à l'humain, à la sensibilité, elles sont transposables d'un métier à l'autre. Ensuite, on a les compétences d'adaptation, on est en plein dedans avec les SIA, qui auraient pu, par exemple, et les compétences inconnues, celles qu'on ne connaît pas encore. Et SIA, Système d'intelligence artificielle. Tout à fait, pardon, pour l'acronyme. Et les compétences inconnues, et c'est là où je rejoins les questions de Stéphane quant à la formation des designers en 2030, qui aurait pu, dans les années 90, se dire qu'en 2010, on aurait dû former les étudiants à tout ce qui était outils numériques ou réseaux sociaux, etc. Donc il y a une part d'inconnu dans ces compétences. Et ce qu'on vient de dire avec les systèmes d'intelligence artificielle, c'est qu'elles viennent impacter toutes ces sphères de compétences, des compétences techniques, mais aussi les soft skills, l'adaptation à tous ces nouveaux outils, et puis la part d'inconnu que nous réserve aussi le progrès technique qui va être lié à ces SIA. Alors, je vais aller rapidement sur les compétences techniques, puisque Amina et Stéphane en ont parlé, mais vous dire qu'il y a deux niveaux de compétences techniques. D'abord, le premier niveau, qui est celui, on va dire, presque de l'usager, grand public, alors le designer faisant partie aussi de cette communauté d'usagers grand public. Vous l'avez tout à fait dit, Stéphane et Amina, ça devient extrêmement facile de générer des images, de générer du texte, à un niveau de qualité pas toujours optimal, mais en tous les cas, les résultats, dans leur abondance d'ailleurs, sont là. Donc là, les compétences qu'on va mobiliser aussi pour le designer, c'est déjà le choix de l'outil, puisqu'on a pléthore d'outils. Ça va être aussi la capacité à faire le tri dans cette surabondance d'images ou de contenus générés. Et ça, en soi, c'est une compétence de savoir faire le tri et de ne pas se contenter du premier résultat sur étagère venu. On est encore sur des usages balbutiants, mais qui s'accélèrent à un rythme assez effréné. Donc on peut supposer que demain, ces usages seront vraiment généralisés à l'ensemble des designers et d'ailleurs à l'ensemble certainement des usagers et des citoyens ou êtres humains que nous sommes. Sur quoi aujourd'hui on a ce premier niveau de compétences techniques? D'abord la communication, les recherches documentaires, le travail de synthèse, les premières intentions visuelles, vous en avez parlé. À un niveau plus soutenu, il y a l'idée d'ouvrir le capot. Et là, ça demande un niveau de technicité bien plus soutenu. Les designers, demain, auront certainement un devoir de compréhension générale. Et là, j'amène un point des SIA qui est évoqué, mais pas forcément qui apparaît en premier lieu, c'est les biais. C'est les biais cognitifs que génèrent les systèmes d'intelligence artificielle. Et si par exemple on est designer de service public et qu'on veut viser le fait d'avoir un bon niveau de service public pour l'ensemble des usagers, alors charge aux designers de comprendre les biais de ces systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir les contourner, les estomper, voire les gommer. Donc ça, c'est un point très important aussi de la palette de compétences du designer de demain. Mais l'expertise technique, celle qui fera qu'un designer demain
comme Amina, saura rentrer dans le cœur du réacteur et modéliser des systèmes d'intelligence artificielle, il est probable que ce ne soit pas tout un chacun qui soit concerné demain, et peut-être qu'une seule partie des designers de demain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas avoir ce niveau de compréhension générale, mais le niveau d'expertise le plus poussé ne sera certainement pas généralisé à toute la profession. Et ce qui est le plus probable, c'est peut-être un entre-deux, c'est-à-dire que les designers ne devront pas savoir créer de A à Z une SIA ou la modéliser, mais plutôt pratiquer une approche itérative, c'est-à-dire adapter dans un contexte donné des IA à ses propres besoins, et donc ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc tout ça pour vous dire que l'IA, ce n'est qu'un outil, il est réel, il vient percuter la nature du travail et certaines tâches, mais la profession a déjà connu l'introduction de nouveaux outils et ça n'a pas remis en question pour autant la valeur ajoutée du designer. Je voulais vous parler aussi d'un autre point, c'est la question de la position stratégique du designer. Parce que quand on parle de SIA, on parle aussi de capacité transformatrice des organisations et du travail. Aujourd'hui, être designer stratège, c'est ce qu'on pourrait appeler un horizon souhaitable pour le designer. Pouvoir participer aux décisions et faire en sorte que les projets fassent écosystème autour du design, mais autour d'autres professions aussi. C'est souhaitable, mais c'est rarement mis en œuvre dans les organisations. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un mouvement général de rationalisation des process. Que ce soit dans la fonction publique ou des grandes entreprises, on a encore des fonctions qui sont parfois silotées avec le poids de la hiérarchie. Vous le connaissez peut-être les uns et les autres dans cette salle. Et donc, ce phénomène-là, qui n'est pas nouveau, qui existe depuis plusieurs années, c'est un piège pour survaloriser les compétences techniques du designer. En fait, il y a le piège pour un employeur de se dire « je vais aller chercher le profil le plus technique parce qu'au moins il va me garantir que je vais savoir faire ci ou ça de la manière la plus experte possible ». Et c'est un piège parce que ça renvoie la designer à une fonction qui n'est pas dans sa complétude et qui lui obère ses chances finalement d'être sur des approches beaucoup plus généralistes. Alors c'est la vieille opposition entre technique et généraliste qu'on rencontre aussi chez le designer. Mais cette opposition, elle est bien réelle. Et par contre, pour ne pas voir le verre à moitié vide, il y a un autre mouvement qui vient contrebalancer ça, c'est tout ce qui relève de la transversalité dans les organisations. On fonctionne de plus en plus en mode projet, avec de la transversalité entre les services, de l'agilité, un terme aussi qui est très couru en ce moment dans le monde RH. Et tout ça, ces deux mouvements-là viennent s'équilibrer quelque part. Mais cette recherche de transversalité, ça permet aussi d'apprendre à faire avec les autres, à se remettre en question, parce qu'on va se confronter aussi à d'autres sphères professionnelles, à d'autres approches, à d'autres sensibilités. Et puis c'est une capacité à communiquer sur ses travaux. Quand je dis communiquer sur ses travaux, c'est les faire valoir, savoir pitcher son projet en fait. Et Stéphane le disait tout à l'heure, savoir communiquer, savoir diffuser ses travaux, c'est aussi une compétence hyper importante du designer, mais d'autres professions aussi. Et là, on rejoint quelque part presque les compétences, les soft skills du designer, et j'y viens là, qui seront demain au premier plan. Qu'est-ce que j'entends, moi, par compétences sensibles ? Alors, on pourrait dire soft skills, mais c'est un peu plus large, quelque part, que ça. D'abord, c'est le rapport à la complexité. Ça ne vous a pas échappé qu'on vit dans un monde polycrise. Il suffit de regarder les informations ou de les entendre chaque matin, avec des phénomènes très intriqués. Là encore, je ne vais pas m'étendre sur les aspects géopolitiques, écologiques, économiques, mais vous m'aurez tous suivi que, en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde très compliqué et embrasser cette complexité est difficile, prend du temps. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui sera au premier plan demain pour le designer. De même que la rationalité et l'esprit critique, comprendre les jeux d'acteurs, faire face à l'infobésité
et s'en départir quelque part, aller chercher d'autres sources d'informations, des contrepoints à ses propres connaissances, savoir suspendre son jugement par rapport à des phénomènes de mode, par rapport, y compris par rapport aux SIA. Est-ce que demain les SIA seront aussi massives que ce que certains acteurs nous promettent ? Je pose de manière très ouverte la question. Donc ça aussi, ce seront des éléments très importants de la boîte à outils du designer de demain. L'empathie également, et là Stéphane en a parlé tout à l'heure, à travers justement le fait de capter les émotions, d'en avoir soi-même bien sûr, et puis de savoir incarner, de savoir être justement dans une approche humaine. Là aussi, on va être sur des piliers de la boîte à outils du designer de demain. Et puis enfin, donc ce n'est pas la prospectiviste et design fictionneuse que je suis qui le démentira, c'est l'art du récit. C'est savoir quelque part mettre en scène un cas d'usage, une situation donnée pour produire du sens et ne pas produire des choses qui soient hors sol. Et ça, c'est pas l'IA qui va le faire demain. C'est bien l'être humain et c'est bien le designer qui sera au centre de cette articulation entre des compétences éminemment complexes et de plus en plus complexes. Sauf que c'est facile à dire, pas forcément facile à acquérir, parce que c'est des compétences qui sont ni innées et ni accessibles d'un seul tenant. C'est pour ça que je parle de boucle de rétroaction. C'est parce qu'on va aller se confronter à d'autres, c'est parce qu'on va pouvoir expérimenter diverses situations, divers cadres d'intervention, qu'on va pouvoir alimenter au fur et à mesure ces compétences qu'on dit sensibles et pouvoir les renforcer au fil du temps. Donc c'est pas inné, ça va s'acquérir aussi au fil du temps. Pour Exactement. Conclure, Pamela ? Alors pour conclure, une boîte à outils du designer qui est assez confortée. Alors j'ai essayé de tirer de dresser le portrait de ce qui tirait vers le bas les compétences sensibles du designer, ce à quoi justement il doit faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges. D'abord il y a le rapport au temps et je dirais presque à la facilité dans un monde où on va très très vite. L'individualisme aussi, le fait que de plus en plus on regarde surtout à travers soi et de moins en moins à travers les autres, peut-être malheureusement. Les chambres d'écho aussi, le fait qu'on nous renvoie souvent les mêmes informations parce qu'on est dans une communauté de pensée, dans une communauté de sensibilité. On le voit très bien avec les réseaux sociaux, les doudous numériques, le fait d'être attaché à nos écrans, et puis le risque d'uniformisation des contenus. Il faut aller au-delà. Et pour être très positif, ce qui tire vers le haut, c'est l'essence aussi du designer, c'est les études terrain, c'est les exercices d'observation, aller à la rencontre des gens, c'est ce que j'appelle aussi le small talk, pour avoir de la micro-conversation en achetant son pain, en promenant son chien, en faisant n'importe quoi dans sa vie quotidienne. Les formations en sciences humaines, attention les étudiants en design, ne pas sécher vos cours de philo, de sociaux, etc., etc. C'est très important. Et puis aussi, pour finir et conclure sur ce point, l'IA n'est pas à rejeter, il faut apprendre à co-construire et co-apprendre avec l'IA pour optimiser ses capacités en ayant bien en tête ce qu'il ne faut pas complètement lui déléguer, c'est-à-dire notre part d'humanité. Ça fera une très belle conclusion de cette première séquence. Merci beaucoup pour ces premières présentations. On va laisser la parole à la salle. On vous l'avait promis, on a un quart d'heure devant nous pour quelques questions, si vous le souhaitez, sur l'IA et ses nouvelles fonctions du designer, des points qui n'auraient pas été abordés. Alors je sais que c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle autour de l'IA et ses nouvelles questions et ses nouvelles fonctions du designer? Donc, je rappelle, vous allez pouvoir trouver aussi l'ensemble de l'étude. Le temps qu'il y ait une question qui arrive, j'ai envie de poser une question, de rebondir aussi avec Amina. Comment tu vois les choses, toi, du point de vue de ta responsabilité en tant que designer? Oui, on voit aujourd'hui l'IA comme une manière d'augmenter les outils du designer, mais on peut imaginer que demain, on ait des IA collaborateurs. Quand on reprend la vie du designer, il y a plein de points de douleur dans son quotidien où la technologie peut résoudre ces points de douleur. Donc quand on fait de la recherche utilisateur, on a du mal à trouver des utilisateurs. Quand on doit faire des tests utilisateurs, il y a énormément de matériel à préparer, rédiger le protocole de test, rédiger les scénarios, faire du recrutement, préparer la grille d'observation.
On peut imaginer des IA qui vont nous aider sur la production de ces outils. Mais on peut aussi imaginer des intelligences artificielles qui vont simuler le comportement d'un utilisateur. Donc, je peux tester mon produit et lui donner un dataset. Donc, j'ai des données sur les utilisateurs, des comportements, des patterns, des caractéristiques. Donc, je peux lui demander de me simuler l'usage de ce service-là d'un jeune adolescent qui est accro aux réseaux sociaux, qui est un peu dyslexique, un peu hyperactif, qui a un super QI. Et est-ce que tu peux imaginer la conversation que je peux avoir avec lui? Et là, je vais pouvoir travailler sur mon produit. Donc ça, on peut le faire grâce à la donnée et grâce à l'automatisation. Donc on peut imaginer que demain, les intelligences artificielles génératives, conversationnelles ou pas, soient des collaborateurs de designers. Et ça rejoint cette idée de... ça rentre dans la batterie d'outils du designer, puisque le persona utilisateur, c'est un outil pour le designer. Le test utilisateur, c'est un outil de conception pour les designers. Donc ça rentre dans cette catégorie d'outils, mais ça prend différentes formes. Alors, c'est pas tant un copilote en fait qu'une sorte d'assistant quelque part. Oui. Ouais, oui. C'est très intéressant parce qu'il y a l'IA qu'on appelle copilote parfois chez Microsoft, je crois. Oui. Et c'est peut-être pas le bon niveau sémantique. C'est assez intéressant.